vérité au cœur de l'information. Il est 20h, bonsoir à tous. Dans l'actualité ce lundi, le point sur les dernières pluies diluviennes à Lomé dans le sud du Togo. Il en a plu des cordes avec des risques d'inondation. Le Premier ministre a convoqué cet après-midi une réunion avec la plateforme de réduction des risques et catastrophes. Comment transformer nos économies informelles en une économie formelle? C'est le vœu exprimé par l'Organisation internationale du travail. Mais comment le fait-on? Les experts sont à Lomé pour des formules adaptées. Et puis des photos, des vidéos, environ 115 clichés à regarder avec chacun un souvenir. Le vernissage est lancé depuis vendredi. L'Institut français accueille l'événement. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue. Voici le 20h. D'abord, Coralie Gévès-Ché, le chef de l'État ce lundi. C'est la nouvelle directrice des opérations de la Banque mondiale pour 4 pays dans le Togo. Ensemble avec le président Faure Gnassingbé, les réformes en cours au Togo ont été évoquées. Voici les précisions micro de Ramdan Bassina. J'ai été nommée il y a quelques mois comme directrice des opérations pour la Banque mondiale ici au Togo, au Bénin, en Guinée et en Côte d'Ivoire. Et c'était ma première rencontre avec son Excellence le Président de la République. Et dès lors, nous avons eu un échange très intéressant sur les directions des réformes qui sont en cours ici au Togo depuis quelques années déjà. Et de l'appui que le groupe de la Banque mondiale peut apporter à cet effort de réforme. Nous avons pour le moment en cours un portefeuille d'environ 400 millions de dollars qui cherche vraiment à appuyer le développement du secteur privé, de la croissance et la création d'emplois, mais aussi soutenir le développement de meilleurs services aux populations défavorisées dans ce pays, services d'éducation, de santé et de protection sociale. Et donc nous avons un peu discuté des directions futures de notre engagement et en appui à la stratégie du pays. Je vous le disais tout à l'heure en titre, c'était annoncé, et bien on en connaît justement des pluies diluviennes, on n'en a pas à finir, et à longueur de journée, tout le monde vit la situation ces derniers jours avec des risques d'inondation. Le Premier ministre a été cet après-midi en réunion avec la plateforme de réduction des risques et catastrophes. On fait le point des travaux, c'est avec Yasmine Kozia. Les acteurs de la plateforme de gestion des risques et catastrophes du Togo, invités par le chef du gouvernement Komi Selom Klessou, ont fait le point sur la situation des pluies diluviennes qui s'abattent sur le territoire togolais depuis le mois de septembre. Les conséquences sont réelles dans les quartiers à fort risque d'inondation. Le Premier ministre Komi Selom Klessou, préoccupé par la situation des sinistrés, instruit les acteurs à être plus actifs dans leur rôle, à savoir soulager les sinistrés et sensibiliser davantage les populations occupant les zones à risque. Car selon les services de la météorologie, le ciel n'a pas encore dit son dernier mot. Actuellement, le front intertropical, la ligne qui limite l'Harmattan et la mousson, est actuellement à son point le plus maximal au niveau du 20e latitude nord. Donc cette ligne n'a pas encore amorcé sa descente. C'est ça qui nous fait prévoir que d'ici fin octobre, même mi-novembre, il y aura toujours des pluies et la vigilance doit être gardée. Donc on travaille au niveau de la plateforme de réduction des risques et catastrophes. Et à chaque temps, s'il y a un événement, s'il y a un phénomène météorologique qui veut passer sur une zone, déjà à 2 heures avant que le phénomène n'arrive sur la zone, on fait une alerte. Nous élaborons ces informations-là par bulletin physique que nous distribuons au niveau des institutions. Sur les groupes, dans les groupes WhatsApp, on envoie ces informations. Dans le message de sensibilisation, nous leur demandons de respecter la cartographie. Parce qu'il y a des zones qui sont déjà démontrées que c'est des zones non constructibles, mais que les gens s'entêtent à construire dans ces zones-là. Et quand le vient, ils sont obligés, ils sont immergés et nous sommes obligés d'intervenir. Nous demandons aux populations aujourd'hui d'être à l'écoute des informations pour éviter des situations sinistres. Mais grâce aux travaux d'assainissement
aussi du gouvernement, on arrive à s'en sortir. La situation semble être maîtrisée au Togo grâce aux grands ouvrages d'assainissement réalisés ces dernières années. Le 4e lac et les bassins de rétention d'eau, des ouvrages qui nécessitent de l'entretien, et le Premier ministre veut bien se rassurer de leur bon fonctionnement et insiste sur la réception rapide de ceux non encore achevés et des mesures adéquates pour être au chevet des victimes. L'Agence nationale de la protection civile et l'Agence nationale de la solidarité nationale sont à pied d'œuvre pour apporter un peu de confort à nos concitoyens. Il y a des endroits qui sont inondés. Aujourd'hui, Dieu merci, l'eau commence à partir. Mais nous avons des équipes qui sont en alerte permanente pour intervenir en cas de sinistre. C'est vrai, dès que ces pluies ont été enregistrées, le gouvernement, par ses services déconcentrés, s'est mis à l'œuvre. La situation de Lomé n'est pas isolée. C'est toute l'Afrique de l'Ouest qui connaît ces pluies diluviennes. Il y a eu plus de 92 mm d'eau de pluie enregistrée au niveau de Lomé, ce qui naturellement a entraîné des inondations dans certains quartiers. Ça a amené certains de nos bassins à faire le plein. Au Togo, nous rendons grâce à Dieu. On n'a pas eu à enregistrer de cas de perte en vies humaines. C'est vrai, il y a des dégâts matériels importants par-ci, par-là. Et le gouvernement fera pour le mieux pour apporter un secours approprié à ses compatriotes qui sont dans cette détresse. Le Premier ministre a fait plusieurs recommandations aux différents acteurs impliqués dans la gestion des catastrophes. Il s'agit notamment de la cartographie des différents bassins de rétention pour leur meilleure gestion dans la dynamique de la décentralisation. Les prochains jours seront encore pluvieux et le gouvernement appelle la population à plus de vigilance. L'actualité, c'est aussi cet exercice ce matin à l'école de police de Davier. Voici le tableau des manifestants surexcités en face des forces de l'ordre prêtes à intervenir. Comment disperser justement cette foule de manifestants de façon non violente? C'est bien là l'équation. Voici le démarrage de la formation. C'est avec Gérald Akoudou. Partout dans le monde, la gestion des foules pendant les crises politiques, la faiblesse de résilience des institutions, des populations et l'effritement du tissu social nécessitent beaucoup plus de promptitude et d'efficacité des forces de sécurité. Les techniques de dispersion non violente des émeutes et de protection des droits de l'homme deviennent un impératif dans le rang des forces de l'ordre et de sécurité. À l'École nationale de police de Davier dans le Zio, 853 agents de police se forment. Durant 6 jours, ils seront outillés sur le matériel conventionnel en maintien de l'ordre, les techniques de maintien de l'ordre en période électorale, les troupes de manœuvre face aux placerons, les dispositifs dynamiques et statiques, le rappel des principes des droits de l'homme et bien d'autres modules seront développés. Le commissaire principal, Franck Combaté, directeur de l'École nationale de police à Davier dans le Zio, a appelé les participants à la discipline dans le travail pour une mise en œuvre effective du projet renforcement des capacités nationales et communautaires de prévention des conflits et violences et de protection des droits de l'homme au Togo. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile est appuyé dans l'exécution de ce programme par le PNUD, l'UNICEF et le bureau régional du HCDH. Une synthèse des travaux pratiques est prévue sur le site de l'école le 12 octobre pour restituer les acquis de la rencontre. Cette deuxième vague porte à 1553 élèves agents de police formés, dont 183 filles bénéficiaires du projet dans le but de renforcer la confiance entre les populations et les forces de défense et de sécurité. De leur côté, 55 sous-officiers de différentes unités des forces armées togolaises se forment, eux, à la comptabilité. Ça va durer 5 jours. Objectif, les amener à mieux gérer le patrimoine de l'État, à mieux gérer leurs unités. Au 3e régiment d'infanterie de Tébéja, Sylvain Rapoudjou.
Le Togo veut se conformer aux directives de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA en ce qui concerne le règlement général sur la comptabilité matière. Le concept prend en compte le suivi administratif et comptable dans la gestion des biens publics dont les biens mobiliers et immobiliers, notamment les bâtiments administratifs, la logistique et bien d'autres matériels et équipements dont dispose l'État dans les services. Chaque service est donc concerné par cette pratique pour non seulement optimiser les prévisions budgétaires, mais aussi assurer une gestion transparente, saine et régulière des biens acquis par l'État. C'est dans ce sens que ces corps habillés issus des différentes unités des FAT s'approprient cette notion de la comptabilité matière pour servir de relais dans leurs unités en vue d'une meilleure prise en compte de l'entretien, le soin dans la gestion des équipements. La comptabilité de matière, c'est le suivi administratif et comptable de tout ce que nous appelons les immobilisations incorporelles, notamment les brevets, les logiciels, le suivi administratif et comptable des immobilisations corporelles, notamment les bâtiments, les véhicules administratifs, les biens meubles et la gestion des stocks, notamment les stocks stratégiques au niveau de l'armée. Nous avons les stocks de médicaments, les stocks des céréales, les stocks des fournitures qui sont utilisés au niveau de l'administration publique togolaise. Aujourd'hui, il s'agit d'une réforme au sein des États de l'UEMOA. Donc le Togo étant membre de l'UEMOA, il est très important aussi pour lui de mettre en œuvre la comptabilité des matières pour lui permettre de suivre ses immobilisations, de faire de meilleures prévisions budgétaires, d'assurer la protection et la sécurisation des biens de l'État, de s'assurer que les biens de l'État ne sont pas utilisés de façon abusive et que ces biens-là ne sont pas détournés à des fins personnelles. C'est quand 5 sous-officiers des forces armées togolaises se familiarisent avec cette nouvelle donne du gouvernement togolais pour un bon suivi dans la gestion des biens appartenant à l'État au sein des FAT. Il y aura à renforcer les capacités, à maintenir les capacités, à former de nouvelles personnes et faire en telle sorte que cette pratique devienne générale et encourager nos sous-officiers et nos officiers aussi à rentrer véritablement dans la gestion du matériel comme le prescrit nos lois et règlements. Cette formation qui se tient ici au 3e régiment d'infanterie de Témédia intervient au moment où le Togo s'est engagé dans un vaste chantier de réforme ces dernières années dans le domaine de la gestion des finances publiques. C'est donc une forme de sensibilisation sur l'importance de la tenue de la comptabilité matière en vue d'amener les FAT à s'approprier les différentes techniques devant permettre aux forces armées togolaises de disposer, selon le colonel Takounyadi, de personnel bien outillé pour sa mise en œuvre réussie au sein des différentes unités. Sylvain Raboudou et toutes nos excuses pour la qualité de ces images qui rament par endroits. L'actualité, c'est aussi cette visite d'évaluation de Aliou Dia sur le terrain. Aliou Dia, c'est le représentant résident de plus de Togo. L'institution, vous le savez, finance beaucoup de projets dont le CMS d'Agbourou, objet justement de ce déplacement. Le récit, Arnaud Kidiouf. Grâce aux réalisations du PUDC Santé, le dispensaire d'Agbonou à Atakwame change de statut et devient un centre médico-social. Le CMS dispose désormais un bloc de médecine générale et un bloc de maternité. Avec ce nouveau cadre de travail décent, les prestations du CMS ont été améliorées. En termes de prestations de soins, nous pensons que la qualité des soins d'ailleurs a changé. Et ensuite, les chiffres, les fréquentations ont augmenté. En 2018, nous sommes passés de 300 à 450 consultations par mois. Les CPN sont allés entre 18 et 25. Nous sommes présentement à 28 à 30 en moyenne. Les doléances adressées à l'État et ses partenaires ont porté sur l'acquisition d'un échographe pour les consultations prénatales, d'un groupe électrogène pour assurer la disponibilité de l'énergie et d'une ambulance pour l'évacuation des urgences. Le représentant résident a promis poursuivre les discussions avec le ministère de la Santé pour relever ces défis. Aliou Dia, qui effectue sa première tournée nationale, a rencontré dans la foulée les groupements de pêcheurs de Mango.
Les échanges ont porté sur les possibles accompagnements en termes d'organisation, de conservation et de commercialisation des produits de pêche. A signaler aussi cette caravane de dépistage dans la Moue. En tout, 1000 élèves ont bénéficié de soins. Comment s'est déroulée justement la campagne? On fait le point et c'est tout de suite avec Sylvain Raboudou. Un test pour analyser la capacité rétinienne de ces élèves soumis à cet exercice de contrôle pour s'assurer du fonctionnement de leurs yeux. C'est un exercice pratique qui s'effectue d'une salle à une autre à travers des questionnements pour voir si l'élève arrive à repérer ses lettres dans la perspective d'examiner ses yeux et voir s'il souffre d'un mal. Cette consultation menée ici au CGI Atro a permis de consulter 1000 élèves. C'est une campagne de dépistage pour la correction des vices de réfraction. Le projet Caravane Optique a pour but de corriger les élèves qui voient mal, les élèves qui sont déficients visuels, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de lunettes pour avoir une meilleure vue. Donc ce projet consiste à les dépister d'abord, à faire les analyses nécessaires pour leur trouver la meilleure correction optique nécessaire. Cette mission, dénommée Caravane Optique, consiste à la prévention et à la lutte contre la cécité en milieu scolaire. Sur les 1000 élèves consultés, 30 ont bénéficié des verres médicaux, tout ceci pour faciliter leur vision et améliorer leurs conditions d'études. À travers cette consultation, je pense que nous les élèves, nous puissions mieux voir et mieux lire pour pouvoir réussir lors des examens. Parce que sans la lecture, nous ne pouvons pas traiter les épreuves qu'on va nous donner. Je suis très fier de voir qu'on vient corriger un mal qui serait caché en mes élèves. C'est très bon. Je souhaiterais que cela se répète régulièrement. Je remercie les promoteurs, surtout le président de la République, pour que prochainement, qu'ils puissent penser encore à nous et le faire régulièrement. La caravane optique sillonne donc les établissements pour effectuer cette opération de dépistage en vue de la correction des vices de réfraction. Ceci pour aider les élèves dans leur vision. Ces ophtalmologues s'engagent donc pour la bonne vue aux enfants et ceci grâce au programme national de lutte contre la cécité mis en œuvre par le gouvernement. Autre sujet évoqué ce soir, la 3e session de la grande commission mixte de coopération Togo-Burkina Faso, la réunion à Lomé dans la capitale togolaise. Économie, sociale, culture et sécurité sont les sujets à l'ordre du jour. Le démarrage des travaux, le compte rendu de Arnaud Kidou. La grande commission mixte de coopération Burkina Faso-Togo, instituée depuis 1984 par les chefs d'État d'alors, est un modèle de coopération sud-sud au service du développement socio-économique et culturel des deux pays. 9 ans après la 2e session de Ouagadougou, les deux délégations d'experts vont revisiter les projets d'accord et les adapter au contexte actuel. Outre les sujets d'ordre économique et social, les questions sécuritaires figurent en bonne place au cours des échanges. Le Burkina Faso et le Togo appartiennent au même espace et les questions sécuritaires que vit le Burkina Faso, on imagine, sont des préoccupations du Togo. La preuve, c'est que son Excellence le Président Faure Gnassingbé a participé activement à l'initiative d'Accra. Donc ce sont des préoccupations partagées et en cela il y a déjà un travail qui est fait entre les deux pays. Les questions de défense et de sécurité sont d'une importance entre les deux pays. Les deux parties vont suivre les orientations des chefs d'État pour travailler sur la formalisation rapide des projets d'accord et surtout œuvrer pour le renforcement de la coopération bilatérale et l'intégration régionale. La frontière entre le Togo et le Burkina, ce n'est pas une grande distance, c'est des pays voisins et c'est presque les mêmes communautés qu'on retrouve de part et d'autre. Il y a toujours eu une entente entre les deux pays pour entretenir cette commission. Et bon, le temps a passé, on a pensé qu'il était temps de pouvoir relancer la commission. Il y a des relations commerciales très fortes entre le Togo et le Burkina Faso. Nous avons beaucoup de raisons pour continuer à travailler ensemble et œuvrer pour un meilleur bien-être de nos populations. La 3e session va permettre de dynamiser la coopération en tenant compte
du Plan national de développement PND du Togo et le Plan national de développement économique et social PNDS du Burkina Faso. Je vous l'annonçais aussi en titre tout à l'heure, faire de l'économie informelle une économie formelle, c'est le vœu exprimé par l'Organisation internationale du travail, OIT, un vœu motivé par ailleurs par un travail décent pour tous, mais comment y arriver? C'est là la grande question posée aux experts. Attendez donc les bonnes pratiques. Edem Sousouko. Formalisation de l'économie informelle et protection sociale. Deux piliers qualifiés d'indispensables par l'Organisation internationale du travail OIT pour la sécurité des travailleurs et la réduction des déficits de travail décent. Ils sont aujourd'hui estimés à plus de 2 milliards de personnes intervenant dans l'économie informelle, soit environ 60% de la population active mondiale et 90% de l'emploi total en Afrique subsaharienne. Des chiffres qui démontrent à suffisance le poids important de ce secteur dans la croissance économique. L'Afrique fait le pas. À Lomé, ce cadre d'échange ouvert et interactif entre décideurs, partenaires sociaux et institutionnels va plancher sur les bonnes pratiques en matière de transition de l'économie informelle vers le formel et pour un travail décent. Du contexte africain, il y a une vraie prise de conscience de l'importance de faire quelque chose pour toutes ces micro-entreprises, ces entrepreneurs des micro et petites entreprises qui sont pris au piège de l'économie informelle avec de très faibles revenus, très faible productivité et de très faibles salaires. Et donc la réflexion qui a été menée avec les États africains, les organisations de travailleurs, d'employeurs et l'Organisation internationale du travail, c'est comment on peut faire en sorte de mieux protéger les travailleurs de l'économie informelle. Et un des moyens, c'est notamment à travers une meilleure couverture sociale. La transition de l'économie informelle vers le formel doit permettre également de protéger et d'accroître les recettes publiques. L'OIT encourage la mise en place de mécanismes incitatifs appropriés à la création d'entreprises. Si des pays comme le Brésil, comme l'Argentine, comme l'Uruguay, qui ont développé depuis les années 1990 des cadres de politique qui visent à faciliter la transition des unités économiques et de l'emploi vers l'économie formelle, la formulation de stratégies de formalisation en Afrique est un processus nouveau, mais qui prend de l'ampleur. Et les pays présents ici ont amorcé d'une manière ou d'une autre des actions en faveur de la transition vers l'économie formelle et la promotion du travail décent, y compris dans l'économie formelle. Et de ce point de vue, je voudrais féliciter les efforts du Togo dans ce domaine. Au Togo, le secteur informel est occupé par 80% de la population active. Il pèse entre 20 et 30% du PIB. Les plus hautes autorités du pays ont pris des mesures idoines pour permettre aux acteurs du secteur de basculer dans le formel pour une croissance économique soutenue, inclusive et durable. Le gouvernement a entrepris des réformes politiques et institutionnelles savamment dosées pour renforcer et améliorer l'offre de biens et de services publics de base, étendre la protection sociale à tous, faciliter aux moyens de production, notamment au financement et à l'énergie, assouplir les procédures de création d'entreprises, d'accès au marché public et à l'administration fiscale au profit des travailleurs et des entreprises de l'économie informelle. Je voudrais citer à titre d'exemple la nouvelle loi fiscale qui a été adoptée au Togo en 2019 qui permet une exonération pour les acteurs du secteur informel qui migrent vers le secteur formel. On note entre autres, au titre de ces mesures, la création de la délégation de l'organisation du secteur informel, DOSI, en 2008, l'adoption de la politique nationale de développement du secteur traditionnel de la micro-entreprise en 2015 et sa mise à jour en cours, la mise en place en 2014 du Fonds national de finances inclusives avec des produits adaptés et accessibles aux acteurs exclus du système de financement classique qui a permis depuis 5 ans l'octroi de plus de 1,5 million de crédits. L'amélioration du climat des affaires est en cours, la réflexion sur la mise en place d'un régime de protection sociale dédié aux travailleurs de l'économie informelle. Ce forum se concentrera sur le partage d'expériences en Afrique, sur la formalisation des entreprises et des emplois, ainsi que sur les initiatives favorisant le respect des droits des travailleurs opérant dans l'économie informelle.
Et l'autre grande question ce soir, c'est comment protéger les acteurs du secteur informel. La Caisse nationale de sécurité sociale a son idée sur la question. Elle propose un mécanisme qui permet aux acteurs d'aller à la retraite en toute quiétude. En quoi consiste justement et précisément le mécanisme? Voici les éclairages de Lucassi. La protection sociale est un des enjeux majeurs de la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle. Elle contribue à mettre en place des mécanismes de prévoyance collective, des mécanismes qui soulagent les ménages ou bénéficiaires vis-à-vis des risques sociaux relatifs aux problèmes de finances auxquels ils sont confrontés. La Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, met déjà des stratégies en place pour étendre la protection sociale à tous. Les acteurs du secteur informel comme du secteur formel seraient visés. On parle de la retraite pour tous. Quel que soit votre secteur d'activité, quelle que soit la nature de votre activité, aujourd'hui, nous avons une proposition concrète pour faire en sorte que chacun dans notre pays puisse ouvrir un droit de retraite une fois donc que l'âge ne lui permettrait plus d'exercer son activité. On est conscient que le principal blocage pour que ces gens-là adhèrent à la sécurité sociale, c'est la capacité contributive. Parce que la principale caractéristique de ces travailleurs, c'est la faiblesse du revenu. C'est vrai, il y a des gens qui sont très riches sur ce secteur-là, mais le revenu, il est aussi irrégulier. Aujourd'hui, vous gagnez, demain, vous ne gagnez pas. Donc, c'est pourquoi nous n'avons pas voulu aligner la couverture de ces travailleurs-là sur les mêmes règles que les règles du travailleur salarié, pour lequel le revenu, il est fixe et il varie rarement. En tout cas, il est connu. Donc la formule, c'est quoi? Vous êtes commerçant, on va vous dire, vous avez la possibilité demain d'ouvrir votre compte sécurité sociale chez nous. Et à la fin de chaque journée, si vous avez 100 francs, si vous avez 1000 francs, à la fin du mois, si vous avez 500, si vous avez 10 000, vous le mettez à votre rythme sur votre compte de sécurité sociale. Et heureusement, aujourd'hui, nous avons ouvert ce qu'on appelle le mobile paiement. Donc ça veut dire que depuis votre téléphone, via T-Money ou Flouze, vous pouvez déjà positionner votre argent sur votre compte sécurité sociale. Donc ça veut dire qu'au cours de votre activité, vous allez cotiser à votre rythme en fonction de votre capacité. Vous allez accumuler un capital. Et comme je le dis, ce capital, nous allons le convertir en rente viagère lorsque vous aurez un âge qui ne vous permet plus de continuer par exercer une activité génératrice de revenus. Bien entendu, ce capital va être rémunéré. Et il faut un emploi productif, équitable et sécurisé pour penser une protection sociale. Ces critères conditionnent d'ailleurs ce qu'on appelle un emploi décent. Cela appelle à muter de l'économie informelle à l'économie formelle. Et pour y arriver, il faut sauter les barrières. L'emploi décent comprend beaucoup d'autres aspects. Non seulement la couverture sociale du travailleur, mais également les conditions de travail, la sécurité, la santé dans le travail. Donc ça déborde un peu le domaine de la sécurité sociale pour toucher d'autres aspects qui peuvent rentrer donc dans ce qu'on appelle l'emploi décent. L'axe majeur de cette transition de l'économie informelle vers l'économie formelle, c'est la couverture sociale. C'est le principal axe de cette transition. Le premier forum sous-régional sur la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle et la promotion du travail décent est un espace par excellence où la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, va s'enrichir en expérience afin d'aboutir réellement à la protection sociale pour tous. Allez, on va refermer ce journal, je vous l'annonçais aussi en titre. Nous y sommes, et ce depuis vendredi dernier, la semaine de la photographie de Lomé. Expo photo et vidéo vente aux 3 artistes résidents au Togo propose 115 clichés à regarder. Les précisions de Douaré. Des traditions qu'on peut vivre sans avoir à se déplacer. Tout se trouve là, dans une photo. Des images qui racontent des histoires d'une époque donnée, d'un peuple ou d'une tradition. Plusieurs œuvres photographiques à découvrir pendant une semaine à l'Institut français et dans plusieurs autres endroits de la capitale. C'est comme si je le voyais en vrai, alors ce qui fait que j'ai demandé à l'auteur, c'est que ça représentait, il me l'a expliqué. Je me suis arrêtée devant cette photo parce que j'étais interpellée par ce qui me semblait être un couteau. Et
Je me dis c'est probablement une scène de scarification, étant donné qu'en Belgique, ce genre de pratique n'existe pas. Donc pour moi, c'est un peu une découverte de le voir comme ça, de manière brute, de manière crue, si je peux dire. Ça a l'air d'être vrai. Rouessou Paul est photographe depuis plusieurs années. L'homme est venu avec des paysages touristiques du Togo et des images nettes sur la ville de Lomé. Des photos qui passionnent et transportent les visiteurs. J'aime bien la photo de la ville. La photo de la ville montre comme Lomé est une ville bien organisée. La plage, le port au fond, les bâtiments de la ville. J'aime bien cette photo-là parce que justement chez moi, les gens ne savent pas que les villes africaines sont bien organisées comme ça. Ils ont l'idée que les villes africaines sont trop petites. J'ai même l'intention de faire une photo de la photo pour envoyer à quelques amis à moi. J'ai exposé 5 photos de différents sites du Togo. Toujours aussi pour montrer que la photographie, c'est pas seulement aller faire des photos pour un événement de mariage, obsèques et autres. On peut se positionner sur le national et l'international. Chez Yannick, une vidéo qui dénonce les comportements inciviques vis-à-vis de l'environnement. Ma vidéo s'intitule « Silence, on tue » et « Silence, on se tue ». Mais on tue quoi? On tue la nature, on tue la terre, on tue la planète et on se tue en tuant la planète. Des photographes talentueux dont la créativité est célébrée par l'Institut français de Lomé. L'ambition, je pense que c'est de permettre au public de porter un nouveau regard sur la photographie au Togo, sur les arts visuels. Je pense que c'est un projet collectif et donc structurant pour le domaine de la photographie et des arts visuels au Togo. Au-delà d'un festival, c'est un concours à l'issue duquel les meilleurs seront primés. Ils sont 23 artistes sélectionnés pour leur travail et leur originalité. Moi déjà, quand j'ai sélectionné les photos, c'était par rapport artistiquement, techniquement, parce que la photographie c'est aussi beaucoup de technique. La qualité de la photo, qui est très importante, le choix du thème de l'artiste, les moyens utilisés. La photographie sera ainsi dans le viseur du public jusqu'au 12 octobre. Et voilà des photos, des vidéos à voir et à regarder tout au long de la semaine. Et ceci referme ce journal. Merci à vous qui suivez ce journal ce soir à Mango. Et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.